Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça fait une semaine qu'on s'est pas vu depuis dimanche dernier, vous nous avez manqué. Alors peut-être que certains sont venus me suivre sur Instagram et regardent mes stories tous les jours, ou quelqu'un se voit tous les jours, sinon c'est chaque semaine. La messe des animaux, le rendez-vous dimanche 14 h, tout le monde vient faire la prière animalière ici sur la chaîne de Toupette. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? D'un domaine qui nous passionne, qui nous fait vivre, qui fait battre notre cœur et dont on n'a pas parlé depuis un petit moment, de la terrario pure dure. La terrariophilie, c'est ma passion de ouf. Est-ce que c'est plus ma passion que l'aquariophilie? Ah, je sais pas, mais ça se chevauche quoi. C'est première, deuxième, c'est non-stop. Aujourd'hui, on fait de la terrario pure dure. On va aménager un très gros terrarium pour une espèce qui est arrivée ici il y a quelques semaines. C'est la première fois que je possède cette espèce. Je ne fais pas plus de teaser. J'ai récupéré il y a à peu près un mois un couple de Varanus gloerti. Varanus gloerti, le varan des roches de Kimberley, de son nom commun. C'est un animal qui vit à la base en Australie. Évidemment, tous les animaux australiens ne sont pas exportés, donc c'est un animal qui est né en captivité en Europe. Les miens sont nés en France. J'ai récupéré un couple subadulte. Le mâle va presque vers sa taille adulte et la femelle est un peu plus petite, donc ils ont 1 an de différence d'âge. Et aujourd'hui, on va les installer dans ce beau terrarium qui est derrière moi. On va faire un terrarium géant désertique. Alors désertique, pas vraiment, parce qu'on va en parler. Il n'est pas vraiment désertique, hein. Il vit dans une région, c'est le désert, mais il pleut 4 mois par an, donc ça reste un désert quand même avec une petite humidité relative une bonne partie de l'année. Donc on va aménager le bac en fonction de ça. Nous allons parler point chaud, UV, LED, température, mu, nourriture, boîte humide. Bref, franchement, n'est-ce pas un programme de ouf pour une vidéo Toupette? Eh bien si, cale-toi dans ton canapé, mets-toi confort, prends ton coca ou de l'eau, c'est meilleur pour la santé. Et c'est parti pour ce tuto qu'on va passer ensemble et pendant lequel nous allons quoi? Apprendre en s'amusant. Allez, c'est parti. Je t'ai pitché ce qu'on allait faire. Ok, c'est parti. Les amis, cette semaine, le sponsor de la vidéo, c'est un véritable honneur. J'avoue que les enfants de mes potes étaient là. Ouah, trop la classe! Et oui les amis, cette semaine, notre sponsor, c'est PandaCraft. Qu'est-ce que c'est que PandaCraft? Je t'explique tout. PandaCraft, c'est un abonnement mensuel qui va te permettre de recevoir chez toi directement un kit complet dans lequel d'un côté, tu vas retrouver une activité manuelle. Avec, vous avez un magazine de 36 pages sur le thème de cette activité. Alors, il y a le PandaCraft Explore pour les 3 à 7 ans. Il y a le PandaCraft Makers pour les 8 à 12 ans. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas recevoir directement à domicile un petit kit qui va te permettre d'apprendre énormément de choses sur la vie, mais pas que. Ce mois-ci, c'était l'univers des mammouths, donc on a reçu un petit magazine, 36 pages qui nous a expliqué tout sur l'univers des mammouths, plus un guide d'activité qui nous a permis de monter cette merveille. Regardez ça. On l'a monté étape par étape. Alors franchement, c'était très simple. Il suffit vraiment de suivre toutes les étapes du guide d'activité et c'est vraiment très bien fait. Et à la fin, tu te retrouves avec un petit squelette de mammouth comme dans un musée, parfaitement assemblé et tout, que tu peux orner sur ton bureau. C'est plutôt cool ça. C'est une activité très cool à faire pour les enfants. Vous pouvez le faire avec vos parents, ou les parents évidemment vous pouvez le faire avec vos enfants. C'est vraiment une activité très cool qui réunit le loisir créatif, les sciences naturelles. Enfin, c'est vraiment très sympa pour pouvoir faire ça en famille. Tous les mois, le thème change et ça va toujours être un thème qui va te pousser vers l'éveil, vers la curiosité, découvrir et apprendre des choses. Et ça, moi, découvrir et apprendre, j'adore. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les thématiques sont très diversifiées. En novembre, c'était les mammouths, mais en décembre, ce sera la Laponie, et en janvier, ce sera les abysses, et en février, ça peut être Versailles, par exemple. C'est-à-dire que tout est vraiment très diversifié pour pouvoir aller taper dans la curiosité de tous les enfants et vraiment les éveiller, si vous voulez, à des choses très variées. Et ça, je trouve ça vraiment très cool. Si tu veux démarrer l'activité PandaCraft, c'est très simple. Tu as un petit lien dans la description qui va t'envoyer directement sur le site et grâce au code Toupette, tu vas avoir 15% de réduction sur ton premier abonnement. Donc c'est plutôt cool. Les abonnements, ça commence à 30 € pour 3 mois et je te dis, tous les mois, tu reçois ton kit complet. Si tu as des cadeaux de Noël à faire et que tu as des enfants à gâter et que tu sais pas trop quoi leur acheter et que ce sont des enfants qui sont à la fois curieux et qui aiment bien faire quelque chose de leurs mains, et ben franchement, PandaCraft, c'est parfait parce qu'ils vont pouvoir apprendre sur le thème en question, mais aussi construire à partir de ce thème. Donc c'est vraiment très cool pour le petit de tous les mois recevoir son guide d'activité, son truc à construire et le magazine de 36 pages. Ça va le refaire. Franchement, il va être trop heureux quand il va trouver ça dans la boîte aux lettres. Il va être trop content tous les mois. Merci énormément à PandaCraft de sponsoriser cette vidéo. Merci de la confiance qu'il nous donne. J'espère que le projet va vous plaire et que vous allez être nombreux à cliquer sur le lien et pouvoir aller voir ce que c'est. C'est vraiment très cool. Je suis très fier de cette sponsor et j'espère que ça fera kiffer vos enfants ou vos proches et tout parce que c'est vraiment un super produit.
Voilà. Donc déjà depuis hier c'est le chantier à la maison parce que là en ce moment il est en train de se passer un truc de fou. Mes amis qui ont monté une marque de Terra de fous furieux qui sont en train de me réaménager complètement ma pièce reptile avec que du nouveau matériel. Donc c'est un truc de fou. Le plus fou c'est que j'ai pas pu le voir. Chez moi je n'ai pas le droit d'aller dans la pièce. Ça fait 2 jours que j'ai envie de voir, impossible. Donc ça vous le verrez dans 2 semaines sur la chaîne. Vous n'êtes pas prêts. La Terrario vous n'êtes pas prêts de voir les... Vous n'êtes pas prêts. Aujourd'hui donc ce bac c'était quoi? Ce bac vous le connaissez en fait, c'est un bac qui à la base avait été conçu pour un Varanus Resin Jerry qu'on a perdu depuis. Triste, sombre histoire. Il était parti, vous vous souvenez l'histoire du chat, du Varan, c'était pas au courant, je te mets dans la description. On l'avait transformé ensuite en volière pour Maria, donc on avait mis des portes et tout. Et là, ça faisait quelques mois, depuis que je suis dans cette maison, en fait, qu'il ne servait pas. Qu'il était, s'il a servi à Samba, je vous dis des conneries, il a servi à Samba, ce terrarium, pendant quelques mois avant qu'il intègre la grande volière. Et là, il était vide, vide total. Donc on s'est dit, tiens, ne serait-ce pas un bon environnement pour les Varanus Gloherty? Si, car pour les Varans, ce n'est jamais trop grand. Ce sont des animaux qui sont très actifs, qui se déplacent beaucoup, qui sont relativement intelligents, donc il n'y a pas de terra trop grand pour un varan. Tu peux faire tant que tu as les moyens de le chauffer, de l'éclairer et de le mettre aux températures correctes et à l'aménagement correct, ce n'est jamais trop grand. Que ce soit un bébé varan, un varan adulte, ce n'est jamais trop grand. Voilà, ça c'est dit. Donc les Varanus Gloherty, c'est une petite espèce, c'est une espèce qui va faire à peu près 60-70 cm adulte, dont à peu près 50 cm de queue. Donc on part sur un corps de 20-25 et à peu près 50 cm de queue. Donc pour une espèce relativement moyenne, on va dire, au niveau des varans, même petite, hein, on peut dire que c'est un petit varan, la taille de ce terra va fonctionner parfaitement. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a collé des plaques de liège sur le côté. On a collé avec un espèce de mastic là qui colle direct et tout, donc ça c'était nickel. Et on s'est retrouvé au milieu avec un espèce de renfort. Alors les plaques de liège, c'est du liège de déco, pas du liège à 3 balles que tu trouves machin. J'ai racheté ça à un pote, il en avait un excédent, il en avait besoin sur un chantier. Je vais vous mettre la ref dans la description, c'est pas donné, mais franchement c'est très propre. Il y a une petite double couche là, c'est très propre, mais c'est vraiment pas donné. Hein. Au mètre carré, c'est vraiment rush. Du coup, on a rappliqué donc tout le liège, tac, on a appliqué tout le liège sur les parois, et on se retrouvait au milieu avec un renfort dégueulasse, le renfort du bac là, et ça c'était vraiment vilain. Donc je l'ai caché en mettant de la mousse de polyurethane. Quand elle était encore collante et humide, j'ai projeté du sable rouge pour que ce soit joli et j'ai laissé sécher pendant 24 heures. Donc là, on se retrouve avec de la mousse dure comme de la pierre, une branche qui m'a calé le renfort central. J'ai ensuite projeté du sable dans le fond, clac, 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 à la main pour donner cette petite teinte rouge caractéristique de l'Australie. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, on va relever le terrain et on va continuer l'aménagement. Donc on va aménager au niveau du matos, on va continuer la déco. Ensuite, il va falloir fixer les portes, puis on mettra les animaux à ce moment-là, le tout en parlant de cette espèce. Autant vous dire qu'on a du taf dans cette vidéo. Allez, c'est parti, je vais relever le bac. Allez, c'est parti, on va le relever. 1, 2 et 3. Voilà, le sable va tomber, ça va être magnifique. Waouh, une cascade de sable. Oh, c'est magnifique. Oh là là, c'est magnifique. Alors les amis, on se retrouve donc avec mon terrarium. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre du liège? Déjà j'ai décidé de mettre du liège car ça augmente à fond la surface d'exploration de vos animaux. Imaginez, j'avais laissé les parois nues, j'avais juste mis 3 branches, le varan en fait il peut pas grimper contre le PVC. Donc il aurait été deg, il aurait il est en galère. Alors qu'avec ça, il se balade partout. Donc on augmente ce qu'on appelle donc la surface d'exploration. Les endroits où l'animal peut avoir accès, et ben là sont multipliés en fait, ça fait une surface vraiment assez très grande. Pourquoi? Parce que cet animal en fait il est ce qu'on appelle rupicole. C'est-à-dire que c'est un animal qui va vivre dans un environnement très pierreux et qui va vivre au milieu des crevasses, au milieu d'endroits qui sont souvent à la verticale. C'est-à-dire que c'est une bestiole qui passe une grosse partie de son temps à la verticale, sur les falaises, dans les roches, les trucs. Donc là, ça va vraiment être très bien adapté pour qu'il puisse bien se déplacer. Au niveau du substrat, on va le faire après. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va équiper le bac de matos et une fois que le matos sera installé, on fera vraiment la déco finale. Comme ça, on pourra vraiment choisir où on met nos lampes, nos points chauds, nos points froids et notre LED et tout. Et surtout, ça va être plus agréable pour vous de voir la construction du bac éclairé que comme ça pendant qu'il est éteint. Donc, je vais commencer par la lumière. La lumière, c'est très important chez les lézards, c'est très important, surtout chez les espèces héliophiles, donc les espèces qui vivent au soleil. Cet animal, tu te dis bien qu'en Australie, il prend des bains de soleil toute la journée, donc il a besoin d'une grosse luminosité. On parle ni de chaleur ni d'UV, on parle juste de la lumière, donc c'est important d'avoir une belle luminosité. Combien de fois je vois des terrariums, que ce soit sur le net, sur YouTube, sur le Bon Coin, où ils sont très peu éclairés et ça me fait peine qu'un animal diurne originaire d'un endroit ensoleillé, il a besoin de beaucoup de lumière. Donc je vais mettre une LED assez violente, c'est une LED horticole qui fait 90 watts, donc elle envoie sa race, vous allez voir. Elle va vraiment donner déjà un super look au bac, mais en plus elle va donner vraiment une bonne luminosité pour les voir. Bon voilà la rêve, je vous mets un petit plan et tout ce qui a marqué là, donc si vous voulez sur le net, vous allez pouvoir la retrouver. Vous allez voir, elle éclaire vraiment très bien. Donc je vais aller la fixer en hauteur, j'ai des petits crochets qui avaient déjà été installés, je vais m'en servir et puis je vais la fixer avec des serflex propres et on va la mettre le plus haut possible pour qu'elle ait un rayonnement lumineux sur toute la hauteur du bac.
Alors, j'ai fixé ma barre LED tout en haut, là, tac. J'ai bien forcé, je l'ai mise vraiment, elle rentre pile poil. Donc, on a mis un petit peu en force et franchement, ça rentre pile poil. Je vais quand même sécuriser l'eau avec des petits serre-flex pour pas qu'il la fasse bouger. Nous allons allumer et voir le rendu. 3, 2, 1, que la lumière fût. Waouh, c'est cool. C'est cool, on voit bien le fond un peu rougeâtre là quand j'ai projeté le sable. Forcément, le sable, il est retombé un peu dans toutes les petites infractuosités et tout. Et il y a un côté rougeâtre, c'est bien illuminé. On voit que c'est bien éclairé, c'est très bien. Maintenant, on va mettre un point chaud. Les varans, ils ont besoin... Alors, suivant les espèces de varans, il y a des espèces de varans qui vivent dans des endroits plus ou moins chauds. Ils ont ils ont besoin d'une température relativement élevée et un point chaud relativement élevé, mais attention à la déshydratation. Il y a beaucoup d'animaux désertiques qui sont déshydratés en captivité parce qu'en fait vous vous dites oui, ça vit dans un environnement très chaud donc il faut bastonner. Oui, mais dans le désert il y a de l'humidité. Il y a de l'humidité dans des recoins, sous des rochers, le matin. Enfin, il y a plein de moments et d'endroits où il y a de l'humidité. Et les Varanus gloerti vivent dans des endroits relativement humides. Donc on va pas faire un bac complètement asséché, lyophilisé. Donc on va leur mettre un point chaud quand même relativement chaud. On va dire entre allez, 38, 40, 42, 43, voilà. On peut monter jusqu'à 45, 50 même avec un point chaud très localisé. Maintenant l'idée c'est qu'en fait c'est pas non plus d'avoir une température trop excessive qui ferait que ton varan en fait il est tout le temps surstimulé et tout le temps hyperactif et il pourrait se déshydrater relativement vite. Donc un point chaud à 45 suffit largement, sachant que c'est un point chaud localisé. On veut une température ambiante dans le bac d'environ 26, 27 degrés, à peu près 28 c'est bien. Point chaud localisé à 40 et au sol, et ben l'endroit le plus frais du bac parce que la chaleur monte, donc le sol sera toujours l'endroit le plus frais du bac. On va dire que 25-26 c'est bien. Donc attention quand vous chauffez des grands terrariums, il faut rapidement pas mal de watts et pas mal d'isolation, c'est important. Plus ton terrain va être isolé, forcément plus il va être facile à chauffer, mais attention de ne pas trop chauffer non plus. Je vais obtenir mon point chaud, vu le volume, je vous ai pas parlé de la taille. Le bac il fait 120 par 80 de profondeur par 180 de haut. Pour ça, je vais utiliser en fait comme mode de chauffe principal une PowerSun, lampe qu'on ne présente plus, qui vient de chez Zeomed, qui a été une des premières ampoules à décharge à fournir et la lumière et les UV et la chaleur, tout est à l'intérieur. C'est une ampoule très utilisée par les éleveurs à travers le monde pour tous les animaux qui en veulent des points chauds qui bastonnent et plein d'UV. Donc tout ce qui va être varan, téju, iguane, tout ça les PowerSun ils adorent. Chez les tortues aussi, plein de tortues terrestres, les PowerSun, c'est du bon matos, ça fonctionne bien, ça balance pas des décharges d'UV hallucinantes les 24 premières heures comme peuvent le faire certaines marques. C'est plutôt safe et franchement c'est une bonne lampe. J'utilise une PowerSun 160 watts, donc qui est dans un dôme prévu à cet effet, clac, que je vais venir fixer quelque part par là et je viendrai mettre une branche en dessous pour qu'ils aient leur point chaud, au bon endroit. Et on va venir faire un décor pour avoir un endroit où ils peuvent venir squatter à peu près à cet endroit où ils vont pouvoir venir se dorer la pilule. Très important. Les lampes comme ça, PowerSun, toutes ces lampes et tout qui sont un peu énervé, j'ai envie de dire. Quand vous les branchez, elle s'allume, normal. Mais si tu la débranches, il faut la laisser absolument refroidir avant de la rebrancher. Si tu débranches une PowerSun et que tu veux la rebrancher tout de suite, elle s'allumera pas. Elle va faire un truc bizarre, elle s'allumera pas et tu risques de claquer ton ampoule. Donc tu la branches quand tu veux, mais tu la laisses refroidir avant de la rebrancher une deuxième fois derrière. Là, on se retrouve avec la config. On a l'éclairage, c'est bon, le chauffage, c'est bon, les UV, ils sont distribués par l'ampoule. Si jamais chez toi, il fait froid, c'est-à-dire si jamais chez toi, il fait 16, 17, 18 degrés et que tu as besoin de chauffer fort ton terrain, il va falloir mettre un petit cordon chauffant dans le fond. Ça, c'est sûr, parce qu'en fait, les varans, il n'y a rien de pire que d'avoir des températures hautes dans le haut du bac et des températures très fraîches en bas. C'est pas du tout bien. Je veux dire, si tu avais un substrat à 18 degrés, ce serait pas du tout bien pour un bac de Gloerti. Ce serait pas... Ce tuto, il marche aussi pour plein d'espèces australiennes. Chlamydosaurus, Kingi, les autres petits varans, Tristis orientalis, ça marche, Acanthurus, ça marche. Toutes ces espèces, tu peux considérer que ce tuto, il va fonctionner. Donc, il leur faut des sols relativement chauds. Donc, soit on mettrait dans le fond un petit cordon chauffant, soit une plaque chauffante sous le bac, c'est encore mieux. Le cordon chauffant, c'est aussi mieux de le mettre en dessous, avec un petit thermostat pour être sûr qu'on a un sol à 24-25. Moi, je me fais pas de soucis, ma pièce reptile, elle est à 24 degrés en ce moment. Donc, quoi qu'il se passe, le bac, il sera à 24 en bas, et au-dessus, bah, il va monter, comme je vous disais, aux températures adaptées. On va maintenant s'occuper du substrat. Donc, le substrat, en fait, c'est le sol, hein, le sol. Je vais choisir un substrat relativement léger. J'ai pas envie de rendre le bac très lourd en termes de poids. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un multicouche. Je vais commencer par remplir le fond de coco, un mélange de coco perlite que j'ai acheté dans une boutique d'hydroponie. Donc qui me permet d'avoir un substrat léger qui prend du volume, donc de la place, qui va me faire de l'épaisseur, mais qui retient bien l'humidité quand je vais vaporiser, parce que je vais vaporiser de temps en temps ces bestioles. Donc la première couche déjà en bas, ça va être un mix coco perlite. C'est parti.
Ensuite, pour l'esthétisme, les couches supérieures, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger un espèce de substrat d'humus chelou que j'ai trouvé dans une animalerie, là, un humus pour reptiles qui a l'air très bien. Je sais pas si c'est du coco, de la terre, je pense un mélange des deux. Avec des sables rouges pour donner un côté aride et pour que ça ressemble un peu au Kimberley, donc cette région d'où il est originaire. Donc il y a d'une terre très rouge. Donc je vais mélanger cette terre avec le sable rouge et on va en faire la couche du dessus. Donc il sera beaucoup plus joli à l'œil que cette perlite qui est pas vraiment très jolie. Donc maintenant on va passer à la partie déco pure dure. C'est pas du tout un animal arboricole, mais c'est un animal qui vit, donc comme je vous expliquais, dans des espèces de canyons. Donc le fait de lui mettre des gros troncs, des trucs et tout, c'est vraiment quelque chose qu'il va retrouver dans la nature. Des surfaces verticales à explorer, des gros troncs pour aller chauffer, du substrat s'il a envie d'aller creuser et s'amuser. Là il va retrouver de quoi, il a un vrai petit parc d'attractions là le Var. Ok les amis, je me retrouve avec des tonnes de liège. L'avantage d'habiter dans le Var, maintenant j'ai trouvé ça au fond de mon jardin. Vraiment au fond de mon jardin, il y avait un tas de bois. Je dis à mon propriétaire, Mais ouais, je peux te taper dedans? ouais, tu prends ce que tu veux. Bah écoute, c'était du liège, c'était du liège de chêne liège, donc nous on adore en terrario. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aménager, essayer de faire quelque chose d'assez esthétique, de placer les branches et les bouts de liège de façon jolie et que ce soit bien aussi pour les varans, mais aussi bien pour notre œil. C'est important quand tu te fais un terrarium, il faut que tu aies envie de le regarder, que ce soit vraiment quelque chose qui attire l'œil et qui te fasse plaisir. Donc là, il faut prendre du temps, trouver la bonne composition, ne pas se presser. Évite de mélanger trop d'essence d'arbre, c'est moche. Si tu prends des branches de chêne, d'être, de liège, de machin, et que c'est tout mélangé à la fin, c'est pas très joli. Donc essaye de garder quelque chose de cohérent, tu vois, au moins pour une grosse partie de la structure. Et après, tu pourras agrémenter avec des petites touffes de petites décos. Je vais te montrer. Ne t'inquiète pas. Alors, une fois que j'ai disposé mes branches principales, j'ai envie de dire, donc là j'ai fait un espèce d'enchevêtrement, bon voilà, en les collant quand même dans la partie du fond pour qu'on puisse quand même garder un visuel devant. Je leur ai mis un endroit où ils vont pouvoir venir se chauffer relativement près de la lampe. Évidemment, je vais checker mes températures avec un thermomètre avant de les mettre, mais je sais qu'à une distance raisonnable de 25 cm de l'ampoule, je pense qu'ils auront leurs 45 ici. Donc ça c'est nickel. Le substrat, donc ça c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des petits éléments de bois secondaires qui sont vraiment uniquement de la déco pure dure. J'ai choisi de prendre des plantes un peu grillées, cramées, mortes et tout pour donner le côté un peu désertique. Et donc du coup, je vais installer ça et on va voir ce que ça donne derrière. Alors voilà mon premier jet de décor. Pourquoi est-ce que j'ai pas mis de la pierre? Vous allez me dire, Ouais, c'est un animal qui vit dans la pierre, pourquoi t'as pas mis des pierres? parce que les pierres c'est lourd et que les pierres c'est dangereux et qu'en terrario la pierre quand tu la mets à 1,80 m, si elle est grosse et que ton varan il est 1,80 m plus bas et qu'il se passe n'importe quoi et que la pierre elle lui tombe dessus, bye bye le varan. Donc les pierres c'est compliqué d'empiler des pierres sur 1,80 m, alors tu peux faire du faux rocher mais ça demande vraiment du taf, de la connaissance, de la technique, c'est vraiment pas facile pour avoir un rendu vraiment joli. Aller mettre une tonne de cailloux dans un terrarium c'est pas forcément une bonne idée, surtout si les pierres sont pas cimentées entre elles. On a préféré faire la version bois, même si à la base cet animal il vit dans les crevasses, il va pouvoir trouver plein d'infractuosités, d'endroits qui vont lui rappeler sa terre natale qu'il n'a jamais connue vu qu'il est né dans le 77. Mais au moins c'est adapté et ça lui convient. Pour la déco c'est fini, pour l'aménagement du bac aussi, donc ça c'est cool. Maintenant il va nous rester à fixer les portes. Donc ce bac a eu plusieurs systèmes de fermeture. Au début c'était des vitres coulissantes sur rail, puis après on avait mis des portes en alu. Là on a repris les portes en alu mais on a enlevé les barres qu'il y avait au milieu. On a meulé ça à la claque, on a fait un truc propre et on a fait appliquer du plexi dessus. J'étais à la miroiterie à côté et ils m'ont mis du plexi à l'intérieur, très bien avec les petites encoches et tout, franchement au top, vraiment trop cool. 270 €, voilà, hein, merci les augmentations de prix, 270 € les deux plaques posées, oui, enfin voilà, ça n'a plus de sens là les prix. Ils disaient ça a pris 70% le plexi. On n'est pas sur une chaîne de plexiglas, mais c'est important de le dire quand même. Donc on va poser, le plexi ça a des inconvénients, clairement ça se raye, donc les varans risquent de le rayer avec leur papate. J'aurais pu mettre du grillage mais ça aurait été moche, j'aurais pu mettre du grillage peint en noir mais ça aurait été moche le contraste avec tout ça qui était en mode alu. Donc le plexi c'était la solution la plus rapide, faite juste à côté de chez moi, j'ai une miroiterie, où j'aurais pu mettre du verre mais là il fallait faire des bonnes découpes, les trucs c'était plus compliqué. Peut-être que si jamais je vois que les varans vraiment rayent à mort le plexi et que c'est dégueulasse d'ici quelques mois, je remettrai des rails et je remettrai des vitres coulissantes, voilà, mais je voulais pas le faire pour le poids parce que le verre c'est lourd, le verre c'est galère, donc bref, là je voulais mettre une version plexi mais on verra, peut-être que je vais regretter. Donc il va falloir qu'on réinstalle les portes et une fois qu'on a réinstallé les portes, on se retrouve ensemble et on va pouvoir mettre les varans à l'intérieur et parler de l'alimentation, la longévité, la reproduction, qu'est-ce que ça boit, hein, alors que de l'eau, mais quand je vais vous expliquer tout ça, c'est parti.
Ok les amis, ça fait maintenant 24 heures que le terrarium il tourne, donc j'ai vérifié toutes mes températures, je suis nickel. J'ai 26 en bas, j'ai 42 sous le point chaud ici. Toutes ces températures, pourquoi j'ai attendu 24 heures? Bah pour être sûr en fait maintenant que j'ai mis les vitres. Alors j'ai peur que les varans ils rayent quand même le plexi sur le côté là, quand ils vont essayer de gratter. On verra dans le temps ce que ça donne, mais je trouve que le rendu est vraiment très joli, le bac il marche très bien. En parlant des varans, les voilà dans ma main. Regardez ce que je disais, la taille de la queue d'un Gloherty par rapport à son corps quoi. La queue est beaucoup plus grande que le corps. Donc j'ai le mâle à gauche, la femelle à droite. La femelle est plus petite, ça se voit pas énormément à l'image, mais on le voit par exemple à la différence de taille de queue. Donc est-ce qu'ils vont vivre ensemble ad vitam aeternam? Pas sûr. Je t'explique. Les varans dans la nature, ça vit tout seul, clairement. C'est-à-dire qu'ils se rencontrent au moment de la reproduction, ils s'accouplent et après la femelle va aller être gravide, va aller faire ses œufs, elle va pas s'occuper des œufs, elle va les laisser incuber et les bébés, bah, ils se démerderont tout seuls quand ils vont naître. Élever des varans en couple, c'est pas forcément une bonne idée. On peut élever des jeunes varans entre eux pour les faire grandir, il y a pas de problème, mais maintenir un couple à l'année tous les deux, c'est un peu antinaturel. Donc là, moi quand je les ai achetés, ils vivaient ensemble depuis un an. Là, je vais les mettre ensemble dans ce bac, mais je pense que d'ici quelques semaines, je vais les séparer. Déjà pour stimuler la libido au moment où je les remettrai ensemble pour avoir des reproductions. Ensuite, parce que le mâle, je l'ai vu chaud il y a 2 jours à essayer un peu de chiner, de s'accoupler avec la femelle et elle est beaucoup trop petite pour le moment. Donc si je continue de voir ce genre de comportement, je vais les séparer parce que j'ai pas envie que la femelle se fasse accoupler trop tôt, c'est pas bon. Il faut attendre qu'elle soit adulte et là elle est pas adulte, elle est subadulte, donc on va attendre. Donc là je les installe aujourd'hui ensemble et vous n'êtes pas à l'abri dans mes stories Insta de les voir séparés dans quelques semaines, on verra bien. Le terrain, je pense qu'il est très bien adapté par rapport à la taille du varan, tu vois, ça fait un beau volume, mais ce que je t'expliquais, ce sont des animaux qui sont hyper actifs, donc plus c'est grand, mieux c'est. Deuxième petit truc très important, au niveau de la LED là-haut, en fait, je me suis rendu compte que les varans pouvaient aller se poser sur la LED et c'est pas bon parce qu'en fait, ils se poseraient et je pense qu'ils peuvent être brûlés au bout d'un moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les reptiles, c'est pas comme nous, c'est pas genre ça brûle et tu fais tout de suite aïe. Leurs terminations nerveuses, elles sont plus lentes, donc en fait, le temps qu'ils se brûlent et qu'ils se rendent compte que ça brûle, bah c'est souvent trop tard. Donc il faut vraiment mettre des protections. Là, je pense que tout à l'heure, dès que la vidéo est finie, je vais installer en fait un grillage de protection autour de la lampe pour pas qu'il puisse aller se poser sur la LED, c'est important. Fais très attention aux brûlures, que ce soit aux brûlures en termes de chauffe ou que ce soit aux brûlures en termes d'UV. Quand par exemple tu changes tes lampes UV, si tu utilises des marques de lampes comme des Solaraptor, des marques qui peuvent balancer vraiment beaucoup d'UV, tu fais attention les premiers jours parce que ça peut donner des quantités d'UV hallucinantes les 24 premières heures. Donc tu fais vraiment attention. C'est pour ça que j'aime bien les PowerSun parce qu'elles ont pas ce problème. Mais par exemple une Solaraptor, moi je serais toi, je la ferais tourner 2 ou 3 jours à vide avant de la mettre dans ton terrain, c'est sûr. Allez, c'est parti, on va les relâcher, on va les regarder un peu explorer et voir comment ils kiffent leur environnement. C'est le meilleur moment quand tu es terrariophile, c'est kiffer le nouvel environnement que tu leur as installé. C'est parti. Franchement, c'est trop bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à leur mettre? Une grosse gamelle d'eau fraîche que je change tous les jours. Très important de changer l'eau fraîche des reptiles tous les jours. Il me reste à leur mettre aussi à ce qu'on appelle une boîte à mue. Une boîte à mue, en fait, c'est un environnement humide qui va être mis dans un coin du bac au sol, dans lequel je vais mettre soit du coco humide, soit de la sphène humide. Et en fait, ça va permettre quoi? Ça va permettre de faire vraiment un endroit où le varan va pouvoir aller chercher son humidité. Dans la nature, même s'ils vivent dans des endroits relativement arides, ils ont accès à des points humides, que ce soit en creusant, que ce soit sous des végétaux, sous des roches. Donc c'est important, les animaux désertiques, ils cherchent toujours l'humidité, donc finalement, ils vivent dans un environnement de temps en temps relativement humide. Donc c'est important pour prévenir la déshydratation de leur mettre ayant accès une boîte humide. Que tu élèves des varans comme ça australiens, des par exemple Crotaphytus, on avait fait un tuto, petit Crotaphytus colaris, des animaux qui vivent dans un environnement très sec, mets-leur des boîtes à mue, ils vont les exploiter et ils vont kiffer aller se mettre dans l'humidité de temps en temps. Pour l'alimentation, c'est plutôt facile, c'est une espèce qui va être relativement opportuniste, bon, qui est carnivore à 100%, hein, si tu lui donnes de la salade, il va pas y toucher. Hein. Mais tu peux le nourrir donc à base d'insectes, donc ça, des blades, des grillons, des criquets. Quelques petites larves, ils aiment bien de temps en temps, des larves de dolas ou des vers morios, ce genre de trucs, tu peux alterner avec. Tu peux donner aussi un petit peu de rongeurs décongelés, des petits souriceaux décongelés, ils aiment bien, des petits bouts de poussins aussi décongelés, ils aiment bien. Mais avec parcimonie, le but c'est vraiment de leur donner un régime assez insectivore quand même, c'est quand même mieux pour eux, donc c'est bien de respecter ça. Ce qui est important, c'est de les nourrir pas trop, les varans
varans, ils ont tendance à l'embonpoint en captivité. Donc eux, je les nourris entre 3 et 4 fois par semaine. Je lance une grosse poignée de blats de dubia, ils adorent. Je donne du grillon aussi, je donne, comme je vous disais, des petits soubresauts décongelés, mais après 3 fois par semaine. Le reste du temps, ils jeûnent. Et voilà, je change la flotte tous les jours, important aussi. Ce sont des animaux qui sont vraiment très malins, donc c'est vraiment très cool à observer. Vous voyez, quand ils se baladent avec leur langue bifide, là, ils cherchent un peu tout ce qu'il y a à observer, à explorer et tout. C'est vraiment top les varans, mais vraiment ne sous-estimez pas à la fois l'intelligence et les besoins en termes d'espace, d'aménagement, de surface d'exploration, d'enrichissement. C'est vraiment très important si vous voulez des varans épanouis et heureux chez vous, quoi. Franchement, la Terrario, c'est vraiment trop cool. C'est une passion qui nous permet de reconstituer vraiment des petits bouts de jungle, de désert, de forêt, de ce que tu veux en termes de biotope à la maison. Ce sont vraiment des animaux qui sont ultra intéressants à élever, les lézards. Alors, il y a de toutes les espèces, hein, des nocturnes, des diurnes et tout, mais les petits varans diurnes, c'est vraiment top. En ce moment, c'est vraiment la mode des petites espèces australiennes, Acanthurus, Tristis, Tristis orientalis, Gloerti. Toutes ces espèces, c'est vraiment à la mode. Donc, vous allez en trouver relativement facilement dans pas mal de boutiques. C'est pas donné. Un bébé Gloerti comme ça, né en captivité, ça coûte entre 600, 700, 800, 900 € parfois. Mais par contre, c'est vraiment super à élever et surtout, c'est vraiment magnifique à observer. Je vais te récapituler 3 infos très importantes que tu dois retenir de cette vidéo. Les varans, il vaut mieux les élever seuls qu'en couple, donc très vite, il y aura 2 bacs. On les surchauffe pas non plus, on fait attention à la déshydratation, donc on leur met des spots humides, on met des points chauds à 42, 43, ça suffit, pas besoin de leur mettre des points chauds à 65 degrés dans des petits environnements et qu'ils soient propices à la déshydratation rapide. Voilà. Et on fait attention à l'alimentation, on ne les surgaffe pas, on leur donne de l'espace, qu'ils ont une dépense énergétique. Ce sont des animaux qui dans la nature toute la journée se dépensent énergétiquement. C'est pas comme un gecko qui va rester, un gecko tokay qui va rester collé comme ça pendant des heures. Non, le varan il se déplace et tout, donc on fait des grands environnements. Si tu ne peux pas avoir un grand environnement, il vaut mieux se tourner vers une bestiole qui aura besoin de moins de place, c'est important. J'espère que cette vidéo elle t'a plu, j'espère que cet aménagement de tuto géant désertique ça t'a plu aussi. C'était la première fois qu'on a aménagé un aussi grand terrain de manière désertique et je trouve que le rendu il est canon. Dis-moi dans les commentaires si tu trouves que le rendu il est beau, tu vois, si ça te plaît et tout. Et écoute, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Il y a pas mal de terrario qui va arriver dans les prochaines semaines, de l'aquario et aussi de nouveaux animaux dont on n'a jamais parlé sur Toupette, des petits mammifères, vous allez voir. Donc on se retrouve très vite, Merci énormément de la force que vous nous envoyez. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, c'est notre salaire et notre manière de vous nous montrer que vous avez aimé la vidéo à travers le pouce bleu, donc n'hésitez pas à le mettre. Vous pouvez vous abonner, je vous embrasse et cette semaine, je vous fais un bisou Bilboquet. Non, attends. Et cette semaine, je vais vous faire un bisou fléchette. Je crois que j'ai déjà fait, mais le fléchette, au moins, il tombe toujours dans le mille. Hop là!